Donc, de retour. Odom, tu es toujours avec nous? Bien sûr, avec plaisir. Magnifique. Donc, Odom, là, on va plonger dans le chapitre 2 de ton ouvrage qui D'accord. s'intitule À la mort de mon mari, j'ai découvert le racisme, hein. C'est ça? Je vais à 30 ans, c'est ça? l'ouvrage Ah, s'intitule d'accord, femme noire francophone. Femme noire francophone. Ouais. Et oui, le chapitre 2, Veuve à 30 Ah, ans, ouais, j'ai j'ai découvert le découvert le racisme racisme à à la la mort mort de de mon mon mari, mari. c'est ça. C'est quand même un titre, en tout cas moi, quand je l'ai lu, je me suis Ouais. dit, voyons dans quelle Hum, matière ouais. que qu'est-ce que je vais lire en fait. Hum. Je vais répéter le titre. Veuve à 30 ans, j'ai découvert le racisme à la mort de mon mari. Et dans ce chapitre, qui est très descriptif, où moi, je dois te dire, j'ai eu l'impression de voyager Hum. à travers cette expérience Ouais. avec toi. Tu écris tellement bien, je dois le dire, Merci. mais c'est vrai, tu écris tellement bien. On sait qu'une personne écrit bien quand on a l'impression littéralement d'être à côté d'elle quand les choses se passent. Ouais. Je vais t'avouer que quand j'ai lu le début de ce chapitre, j'étais dans un restaurant, Mhm. donc j'étais dans un espace public. Ouais. Il y avait des gens autour et tout. Et les gens me regardaient et j'avais vraiment mes mains sur mon visage comme ça et je Ouais. lisais. Et les gens se disaient, mais quelle nouvelle elle a reçue? Quelle nouvelle elle a reçue? Mais Ouais. j'étais en train de te lire et je me disais, OK, bon, ça va être une conversation Ouais. extrêmement intéressante Uh-huh. avec Odom. Les gens, je dois dire, en tant que sociologue, qui va avoir fièrement 40 ans cette année, parler de racisme, de discrimination, de sexisme, Ouais. à force de le faire, des fois, on a l'impression que c'est un exercice de style qui est non seulement déshumanisant, mais Mhm. C'est dépersonnifié. ça. Et en te lisant, je me suis dit, bon, enfin, c'est intéressant. Là, c'est quelqu'un qui est prête à se lancer dans l'eau en matière de sa propre expérience et Mhm. faire des liens en rapport à ce qu'elle sait, lié au racisme, C'est au ça. sexisme et à la discrimination. Mm. Et donc, moi, je veux déjà te remercier d'avoir écrit ce chapitre parce que pour moi, je sais que tu l'as probablement fait pour toi, pour toi, mais pour moi, quand je l'ai lu, je l'ai vraiment reçu comme un cadeau. Donc, je l'ai reçu comme un cadeau parce que je pense que d'écrire ce genre d'expérience sur papier, de mettre des mots dessus, Mm. lorsque les autres te lisent, bah, tu réalises même pas Ouais, c'est ça. que tu guéris des parties de Ouais. d'autres D'autres personnes, en fait. personnes, ouais. Donc, j'aimerais te remercier d'avoir écrit ça. Et j'ai non pas une question pour toi, mais un commentaire et je te laisse voilà, chevaucher sur le commentaire. Mhm. Pourquoi c'était aussi important pour toi de mettre sur papier cette expérience et surtout de faire le lien, en fait, entre le deuil et le racisme? Parce que quand j'ai lu ce chapitre, ben, en fait, c'est un exercice d'écriture Mhm. qui nous mène à comprendre qu'il existe un lien entre le deuil pour une personne noire, pour C'est une ça. femme noire, C'est ça. entre le deuil et le racisme. Donc, cet exercice que tu fais, en tout cas, moi, je trouve brillamment, de nous expliquer ton expérience et en plus de théoriser autour de Mhm. ça. Comment t'en es venu, en fait, à mettre ça sur papier, cette intersection d'expérience entre le racisme Alors, et le deuil? lorsque j'ai commencé à écrire ce chapitre, en réalité, ce n'était pas forcément parce que j'aurais voulu écrire un livre. C'était thérapeutique. Je me suis souvenu que l'écriture était thérapeutique, que c'était une façon de verbaliser ce que nous traversions. À 30 ans, c'est l'âge auquel plusieurs personnes commencent leur vie maritale, se marient, font des enfants, initient leur vie de couple même. À 30 ans, en fait, quand je perds mon mari, d'abord, c'est pour moi un cas d'école, parce que mon père est encore en vie, donc ma mère n'a même pas encore vécu cette étape-là. C'est en réalité à partir du moment où je l'appelle pour l'informer, lui dire ce qui vient de se passer,
c'est le cri qu'elle pique à l'autre bout du téléphone qui me fait réaliser que ce qui m'arrive est grave, en fait. Parce que pour moi, lorsque j'étais en voyage lorsqu'elle est décédée, je n'étais pas sur place. J'étais justement en train de faire ma recherche pour le doctorat parce que je vais publier, enfin, faire mieux finir ma thèse 2 ans après son décès. Donc, je suis pas sur place. Je suis appelée, informée par une amie parce que ma belle-mère, d'un point de vue culturel, ne sait pas comment m'informer. Elle ne sait pas comment on gère le deuil dans ce genre de contexte culturel-là. Ta belle-mère qui est Qui est blanche? blanche, espagnole, elle va donc contacter une amie, une grande amie, qui qui vit en Espagne, qui est gabonaise aussi, et qui va avoir la lourde responsabilité de m'informer. En fait. Moi, je parle avec mon mari la veille, sans aucun souci. Et puis, quand elle m'appelle pour me le dire, pour moi, en fait, c'est une blague de mauvais goût. Quand elle me le dit, je lui dis arrête, je n'y crois pas, en fait, parce que la première étape, normalement, du deuil, c'est d'abord le déni. Tu n'acceptes pas la mort. Pour toi, c'est juste pas possible, en fait. Tu ne peux pas avoir parlé avec une personne la veille, surtout. Et qu'on te dise que c'est un arrêt cardiaque pendant qu'il dormait, en plus. Donc, pour toi, c'est trop de choses et trop facile pour croire. Et puis, après, je me rends compte quand je rentre en Espagne qu'effectivement, il n'est plus. Et je dois trouver une stratégie thérapeutique pour libérer cette douleur que je vis et que je traverse. Et là encore, c'est là où je me rends compte que lorsqu'on rencontre des personnes d'autres cultures, jamais on ne pense la question du deuil, parce que le deuil aussi est très culturel. Dans mon pays, lorsque tu perds une personne, tu pleures pas seul, tu peux pleurer ensemble. Donc il y a un accompagnement. L'acte de pleurer ensemble est une thérapie par les pleurs. C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre en fait les dimensions thérapeutique de pleurer collectivement en temps de deuil dans mon contexte culturel d'origine. Et c'est pourquoi, étant donné que je vais vivre cette étape du deuil loin de mes parents, loin de mon contexte culturel d'origine, je choisis donc l'écriture. Étant littéraire, je savais la puissance thérapeutique de pouvoir vider le trop-plein de ce que je ressentais, en fait. C'est pourquoi je vais choisir l'écriture. C'est bien après, quand je commence à me documenter, que je réalise en fait que la question du veuvage, quand on est jeune, n'est pas assez problématisée ni assez pensée, encore moins assez analysée. Davantage, le veuvage, avec une dimension interraciale, l'est encore moins. Je décide alors, étant donné que je suis littéraire, de laisser des traces. D'abord pour ma fille, pour qu'un jour elle puisse lire ce texte quelque part, et puis pour d'autres personnes qui vont peut-être vivre cette situation-là, parce que je me demandais, mais comment les femmes africaines vivent le deuil lorsqu'ils perdent leur mari, elles perdent leur mari, et lorsque cette personne est d'une autre culture, en l'occurrence un blanc, un espagnol, un français. Comment elles vivent cette réalité-là? Parce que dans mon contexte culturel d'origine, il y a vraiment des stratégies thérapeutiques où la veuve va être accompagnée. Tu ne peux pas être seul, on ne veut pas que tu sois seul parce qu'on sait que c'est un moment émotionnel de fragilité, de vulnérabilité, donc on veut que les gens soient là. Il y a une présence humaine qui t'accompagne pour t'aider à vivre, à passer cette étape en fait. Et moi, c'est complètement radical parce que je le vis seul. Je suis en Espagne avec une autre fille, et puis ben, je vais commencer à devenir forte pour elle. Et puis, chemin faisant, comme je le dis, je suis devenue forte pour moi-même parce que en l'aidant à être forte, je suis aussi finalement devenue forte parce que ce que je faisais pour elle, je ne savais pas que c'était aussi un filtre par lequel je passais pour pouvoir m'aider aussi à accepter ce qui m'arrivait en fait. Et donc, c'est ça, je voulais vraiment en parler de façon très crue, en finir aussi avec la pudeur autour de la mort. En fait. Je pense que la mort fait partie de la vie. Et donc, on doit apprendre à parler de ça sans avoir forcément honte, sans avoir cette pudeur, cette sacralité où finalement on n'en parle jamais. Et c'est parce qu'on n'en parle jamais qu'il n'y a pas assez d'études sur la question. Donc, je voulais vraiment en parler comme étant un fait de société comme un autre, comme étant une réalité comme une autre, et puis parler de ça à partir de mon expérience. Parce que écouter ce que d'autres ont fait, c'est pas forcément, c'était pas ça l'objectif en fait. Hein. Je voulais en parler. Voilà. Oui, et en fait, en te lisant, moi, j'ai énormément apprécié comment tu m'as fait voyager à travers
les cultures africaines qui se rejoignent. C'est-à-dire, moi, je suis de l'Est de l'Afrique, mais il y a tellement de choses qui sont communes. C'est ça. Et c'est vrai que le deuil et les émotions et la mort, moi, petite anecdote comme ça, mais ma mère, elle m'a dit très jeune, on va tous mourir. Ouais. Et il y a beaucoup de mes camarades blancs qui trouvaient ma mère très frontale. Mais ma mère m'a dit très tôt que la mort, c'est quelque chose dans nos communautés qui est célébré. Tout à fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de complexe face à tout ça. Exactement. Et quand on arrive dans d'autres contextes culturels, la mort est quelque chose qu'on essaye même d'éviter à tout prix. Absolument. On est prêt à payer pour vivre plus longtemps. Puis, ça n'en finit plus. Et dans tes écrits, ce que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est que tu parles de comment la mort est institutionnalisée, contrôlée, même dans les espaces physiques où on invite les gens en deuil. Tu décris hyper bien la façon dont on essaie même de contrôler les émotions des gens, de tempérer les émotions des gens. Il n'y a pas d'expression. Et ce qui serait vu comme, quelque chose de sauvage, peut-être la façon d'exprimer les émotions en Afrique, quelque chose de sauvage, mais qui en soi est guéri, guéri énormément de laisser sortir l'émotion, d'exprimer peut-être de la colère face à la situation, mais que ça sorte. Et on sent dans tes écrits, je pense pas que c'est un souci de comparaison, mais on sent la différence entre les complexes liés à la mort qui vivent dans l'Occident. Et je trouve qu'il y a moins de complexes, en fait. En tout cas, en mon rapport à ma culture, moi, je n'ai pas grandi en tant que femme somalie africaine qui a été élevée par une femme qui a grandi sur le continent africain. La mort ne m'a jamais été présentée comme quelque chose de négatif. Voilà, c'est ça, en fait, effectivement. Jamais. Et donc, quand je te lisais, je me disais, ça, c'est vraiment l'exercice d'une femme africaine. c'est vraiment les écrits, en fait, d'une femme africaine. Et je n'étais pas du tout étonnée par ta façon de rejeter cette hypocrisie face à la mort. Parce que la mort, c'est la seule chose que tous les êtres humains ont en commun. C'est ça, effectivement. Et c'est curieux qu'on n'en parle pas, en fait. C'est ça qui est très curieux. Et je ne savais pas qu'il y avait une sorte de pudeur à ne pas parler de la mort en Europe. En fait, on n'en parle pratiquement pas. Ça veut dire, c'est comme s'ils refusaient, parce que c'est le seul côté où ils seraient vulnérables. Je pense qu'il y a comme une sorte de volonté de tellement démontrer cette force terrestre qu'est l'Europe, qu'est l'Occident, que face à la mort, comme c'est irréversible, et c'est quand même une fatalité de la vie, on partira tous un jour, on partira tout un jour. Donc, parler de la mort, c'est peut-être être vulnérable face à tout ce que l'on peut accumuler, face à tout ce qu'on peut avoir, face à tellement de choses. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai perdu mon beau-père, donc le père de mon mari, mais j'ai réalisé aussi à travers l'expérience que traverse ma belle-mère, en fait, combien de fois il est finalement très vain, c'est de la grande vanité que d'accumuler. Aujourd'hui, que ma belle-mère, après 50 ans de vie avec mon beau-père, se retrouve, en fait, elle se sent seule au monde, elle réfléchit finalement à la question même de l'accumuler, en fait, de l'accumulation des biens, la volonté que l'on a lorsqu'on est jeune de toujours acheter. Ouais, elle se dit, attends, mais j'ai accumulé tellement de choses, mais à quelle fin finalement? Et moi, j'apprends à partir de son expérience. Parce que pour moi, je me dis, mais c'est vrai, on doit peut-être revenir aux questions réellement qui comptent. Voilà, ce n'est pas forcément accumuler, c'est pas forcément vouloir amasser des choses, en fait, hein. Ça nous permet d'être peut-être redimensionner nos ambitions, se dire qu'on va peut-être laisser des traces pour des choses qui seraient plus pérennes et pour lesquelles on aura eu l'impression d'avoir aussi contribué à ce que la communauté humaine soit beaucoup plus euh, que tu apportes du tien, en fait. C'est vraiment ce que je pense qu'il y a face à la mort, il y a une dimension humaine qui nous ramène à notre vulnérabilité, en fait, à ce que nous sommes. Curieusement, on est sans rien et puis on part sans rien, en fait. Voilà. Donc, c'est important de savoir que même lorsqu'on est
animés par l'appât du gain, par le monde capitaliste qui nous exige de travailler tout le temps, qu'on sache quels sont vraiment nos vrais centres d'intérêt, quelles sont les actions que nous posons et qui font que qui nous sommes et des gens qui comptent pour nous soient des meilleures versions d'elles-mêmes, en fait, hein. Moi, avoir vécu la mort à 30 ans quand même, le veuvage à 30 ans, par exemple, aujourd'hui, quand j'utilise le terme veuve, c'est un terme qui était pour moi trop lourd. Pour moi, veuve, dans l'imaginaire collectif, je me représentais une femme complètement de 90 ans qui avait fini sa vie, en fait, hein. Pour moi, ça va être aussi un cas d'école. Ça va être d'autant plus un cas d'école que comme je grandis dans un contexte conservateur ou traditionnel, jusqu'à ce que, en fait, je perde mon mari, aucun de mes frères n'acceptait prendre pour épouse une femme qui avait déjà un enfant. Et avoir perdu mon mari a fait qu'ils changent complètement de paradigme. Ils ont compris en fait qu'une mère célibataire, monoparentale, peut être dans une situation complexe. Qu'en fait, une mère qui fait un enfant et qui l'élève seule a peut-être, ne l'a peut-être pas choisi. Ouais, voilà. Donc, le fait d'avoir une sœur, vu qu'ils connaissent mes valeurs et qu'ils se retrouvent à 30 ans avec son enfant en train de l'élever, ça fait qu'ils revoient autrement, de façon plus humaine, en se disant, ben, c'est des choses qui peuvent arriver en fait. Et comme ça peut arriver à n'importe qui et que c'est arrivé à notre sœur, on va peut-être par empathie comprendre en fait que on ne peut pas s'enfermer sur des critères comme ça. La vie est beaucoup plus complexe que ça. Les rapports sociaux sont beaucoup plus complexes que ça. Les situations de fatalité qui nous traversent, qui nous arrivent, sont beaucoup plus complexes que nous en tant que, avec nos critères rigides, notre façon de voir la vie. Euh, Par exemple, j'avais l'habitude d'envisager les choses sur 5 ans, 10 ans. Et puis après, avec ça, j'ai appris à vivre l'instant présent. Par exemple, ça m'a beaucoup changé. J'avais l'habitude de vouloir faire beaucoup de choses dans le futur, mais avec ça, j'ai appris à aimer les gens dans l'instant présent, à savourer la présence à l'instant où je suis avec les gens avec lesquels je suis. Voilà, à savourer simplement, à ne plus être trop enfermé dans des objectifs qui sont tellement démentiels et qu'on ne maîtrise pas. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a forcément été une grande école pour moi d'apprentissage au quotidien d'ailleurs, hein, pour ma fille. Ça a aussi supposé que je réfléchisse sur mes centres, mes priorités. Par exemple, j'ai compris très vite que être, tu peux être en situation de monoparentalité et même si par le passé, si tu as une relation, tu ne vas pas forcément créer un trio, tu ne vas pas forcément vouloir refaire famille en fait, hein. L'objectif, tu peux rencontrer une personne, mais ça ne veut pas forcément dire que tu cherches un père pour ton enfant. Ça, c'est bon. C'est très important que les personnes qui nous écoutent comprennent ça. Quand on est mère en situation de monoparentalité, la plupart des gens ne cherchent pas forcément un père pour leur enfant. Parce que ce père, il existe en fait. Ce n'est pas un fantôme, c'est une personne qui existe. Et puis, ben, si elle a encore envie, ben, elle va exister, quoi. Mais dans mon cas, le but n'est pas, ou n'a jamais été, et quand j'ai senti le besoin qu'elle ait une figure paternelle, c'est dans mes frères que je suis allée puiser. Parce que je savais aussi, j'ai récupéré justement le volet traditionnel qui dit dans mon contexte culturel que l'enfant de la sœur appartient au frère. Et donc, c'est pourquoi j'ai aussi voulu avoir comme figure parentale, paternelle pour elle, un frère. Parce que le frère, il sera toujours ton frère. Alors que si j'étais allée dans une affaire de relation, et puis la personne s'attache ou elle s'attache à ma fille, et puis ça se brise, j'aurais doublement souffert parce que j'aurais compris que finalement, ma fille, elle se retrouve dans une sorte de relation fantôme où elle s'attache à une personne qui va partir. Donc j'ai toujours voulu, et peut-être que je peux en être un peu fière, d'avoir fait des choix durables, de se dire, déjà, j'ai priorisé ma fille, ça c'est une réalité. Je me suis dit, bon, elle ne va peut-être pas grandir sans son père parce qu'il est décédé, mais je voudrais quand même qu'elle grandisse épanouie et qu'elle se dise, c'est vrai que mon père n'était pas là, mais j'ai été entourée par des gens qui m'ont beaucoup aimé, par ma famille maternelle, paternelle. J'ai pu connaître les deux parce que j'ai aussi économiquement investi pour qu'elle puisse avoir un lien avec ses grands-parents en Espagne, pour qu'elle ne soit pas à l'âge où elle sera grande émotionnellement déstabilisée de n'avoir pas vu cette partie-là, parce que
Imagine-toi, ne pas avoir son père, ne pas avoir ses grands-parents, ça aurait été toujours une violence, une blessure ouverte. Et justement, la question de travailler sur les identités a fait en sorte que je sois sensible au fait qu'elle devait absolument avoir un lien avec ses parents du côté paternel. Et puis, bah, voilà, j'essaie de faire en sorte que de façon émotionnelle, elle soit équilibrée. On parle beaucoup de façon décomplexée sur tout et rien. Je lui demande souvent, je lui pose des questions sur cette situation-là. Je veux surtout aussi, à partir de mon expérience, j'ai compris qu'il fallait recalibrer la question de faire famille, en fait. Qu'il y avait beaucoup de façons d'être en famille, de faire famille. Et qu'on n'avait pas à vouloir chercher de cocher les cases pour être forcément avec papa, maman et les enfants. Que dans un contexte irréversible où le papa n'est plus ou la maman n'est plus, le but, lorsqu'on continue de vivre, c'est d'aider l'enfant à comprendre que sa normalité est une parmi tant d'autres et que le but de faire famille, c'est pas forcément d'aller chercher un papa de substitution, en fait, hein. Et donc, c'est un peu quotidien ce que je fais. Enfin, quand je la vois, je n'ai pas l'impression que les gens savent forcément qu'elle a perdu son papa, quoi. C'est quand il y a vraiment une question concrète, parce qu'il y a une information. Voilà, je veux aussi, voilà, je veux vraiment qu'elle vive ça de façon normale parce que c'est la réalité irréversible de l'humanité. On va partir un jour tous. Voilà. Oui, et si je peux me permettre, Odom, de te dire que même si l'expérience que tu exposes dans ce chapitre est très spécifique, il est très parlant à l'enjeu féministe qu'est la monoparentalité. Ouais, effectivement. Parce que, par exemple, moi, j'ai été élevée par une mère monoparentale qui, lorsque j'avais l'âge de comprendre, ne m'a pas caché qu'elle avait un partenaire. Mais, comme toi, elle voulait protéger ma paix. C'est ça. Et donc, moi, je n'ai jamais rencontré ce partenaire, mais elle avait formé quand même une fille assez intelligente, donc elle ne voulait pas me cacher qu'en tant que femme, par exemple, elle avait des besoins d'être aimée, d'être vue, d'être voilà, d'avoir l'affection que moi je ne pourrais jamais lui donner en ce sens, mais elle ne me le cachait pas, mais elle protégeait ma paix. Et même dans la vingtaine après, j'ai eu des discussions avec ma mère et elle m'a dit ouvertement que c'est très consciemment et très volontairement qu'elle ne m'a pas caché qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, mais qu'elle ne me l'a pas présenté. Exactement. Et elle m'a dit très ouvertement, en tant que mère monoparentale, qu'elle a réfléchi à sa seule fille, qui, elle ne voulait que rien ne m'arrive, ni émotionnellement, ni d'aucune façon possible. Elle ne voulait pas déstabiliser mon être. Et donc, des fois, je pense qu'on ne parle pas, au-delà du veuvage, mais derrière le veuvage, il peut y avoir monoparentalité. Absolument. Et on ne parle pas de ce travail, cette charge mentale de réflexion des mères qui réfléchissent bien 3-4 pas devant tout à fait. à l'impact que ça peut avoir sur leur enfant, de surcroît sur leur fille, d'avoir un autre partenaire de vie. C'est ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis et j'espère du moins que les gens peuvent le comprendre au-delà du veuvage. Parce que moi, mon père est toujours en vie, mais le divorce peut créer un certain vide et un deuil, une forme de deuil. Et à la fin, il y a tout ce travail d'organisation qui est réfléchi par surtout des femmes pour protéger les enfants, mais aussi s'assurer de vivre une vie humaine en tant que femme aussi. Parce que moi ce qui m'a frappée dans l'exercice intellectuel de ma mère, c'est que elle s'est assurée de répondre à ses propres besoins tout en répondant à mes besoins à moi. C'est ça. Et donc c'est d'une grande, je sais pas, d'une grande sagesse intellectuelle. Mais pour ce chapitre-là, ce qui frappe, veuve à 30 ans, j'ai découvert le racisme. Parce que là, on a discuté de l'aspect de la perte de l'être cher et de l'impact que ça peut avoir sur, par exemple, sur toi, sur ta fille, et le vide que ça laisse. Mais quand tu dis j'ai découvert le racisme, bien sûr, en lisant ce titre, c'est ce qui nous donne envie de lire, de comprendre, mais comment une femme noire, africaine, chercheur, qui a beaucoup voyagé, qui est en train de faire
40 millions de choses et qui est en train de terminer son doctorat et tout. On peut imaginer plein de situations où tu aurais pu découvrir le racisme. Tout à fait. on aurait pu imaginer. Donc, quand moi j'ai lu ça, je me suis dit, bon, quand on lit le livre, les premières pages, on comprend, bon, tu étais une femme active, en action, en train de faire 40 millions de choses, qui a donné naissance. Et donc, de dire que c'est quand tu es devenue veuve que tu as découvert le racisme, j'aimerais bien que tu creuses un peu, que tu nous expliques. Alors, lorsque mon mari était en vie, il y avait, en fait, c'est après que je comprends qu'il y a des billets de reconnaissance. C'est que lorsque tu es avec une personne blanche dans un monde blanc et que tu es en compagnie de cette personne-là, tu es validé par sa présence, en fait. Tu es blanchi par sa présence. On t'accepte dans certains milieux parce qu'il est à côté de toi, parce qu'il fait caution. C'est lui qui te donne la crédibilité d'être dans un monde blanc. Mais lorsqu'il n'est plus là, tu n'es plus que renvoyé à ta couleur de peau. C'est pourquoi je dis que je découvre le racisme à cet âge-là. Quand je découvre que, en fait, en perdant mon mari, donc en perdant la présence blanche qui validait mon accès à certains milieux, alors que je ne voyais pas ça comme ça, pour moi, les gens m'acceptaient en tant que personne. Or, ils m'acceptaient parce qu'ils me toléraient par rapport à la présence d'une personne blanche qui était de leur communauté. C'est pourquoi lorsqu'ils décèdent et que je me retrouve seule, déjà, l'environnement dans lequel on vivait n'était plus le même. Les voisins, c'est à peine s'ils me répondaient. Beaucoup de gens, parce que j'ai reçu des visites de personnes de ma communauté qui venaient me voir par solidarité, parce que, comme je le disais, quand tu perds un être cher, par solidarité, les gens t'accompagnent, ne te laissent pas. Et les voisins, la seule présence de plus d'un noir au-delà de moi, parce que c'est là aussi où j'ai compris en fait que dans un monde qui se veut blanc, la présence noire est mesurée en fait. C'est comme une sorte de baromètre. Si tu es noir, il ne faut pas qu'il y ait trop de noirs, sinon ça devient dangereux en fait. Et moi je me disais ironiquement, mais je ne peux pas quand même être la seule noire de ma famille en fait. C'est un peu logique que je puisse avoir des amis noirs ou des personnes africaines qui viennent me voir. Et donc, tous ces paradigmes que je ne vivais pas quand il était là, parce qu'ils ne pouvaient juste rien dire, les voisins, ils toléraient ma présence parce que mon mari étant blanc, espagnol, donc il ne pouvait pas me renvoyer ma négritude de façon aussi violente à la face du monde. Il savait que ça aurait été juste pas accepté par lui. Et puis parce qu'il y a beaucoup de choses, quand il était là, que je laissais passer en fait. Pour moi, si j'avais été, par exemple, si on m'avait dit que t'es pas africain, t'es pas d'ici, rentre chez toi. En fait, ça ne me choquait pas. Parce que je savais qu'effectivement, je n'étais pas espagnole et que j'avais un pays. Mais c'est après, lorsque j'ai eu besoin pour ma fille, pour qu'elle se sente membre à part entière de l'Espagne, et qu'elle ne vive pas comme une personne qui ne sera jamais suffisamment de là-bas, que j'ai aussi appris à regarder l'Espagne et à m'approprier l'imaginaire espagnol à partir du contexte des afro-descendants, en fait, de leurs revendications. C'est pourquoi je vais commencer à lire leurs productions littéraires. Et par des formations professionnelles, je vais en faire un objet d'étude à l'université, au point de commencer carrément à écrire des articles là-dessus. Et donc, lorsque je décide d'écrire ce chapitre-là, c'est parce que je veux justement aussi provoquer le lecteur et se dire, attends, mais comment ça se fait que tu découvres le racisme à la mort de ton mari? Oui, parce que c'est lui qui blanchissait ma présence. C'est lui qui permettait que lorsque j'allais dans des milieux qui étaient blancs, les gens m'acceptent parce qu'ils ne pouvaient pas refuser sa présence et donc on me tolérait. Donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est sur ça que je voulais jouer. Et puis parce qu'il y avait aussi des formalités administratives que lui, il gérait quand il était là et que moi, je ne gérais pas. Donc je ne connaissais pas les paramètres racistes qui pouvaient faire en sorte que lorsque c'est moi qui me présentais, j'étais reçue autrement. J'étais pas forcément la bienvenue. Il y avait d'autres complications, d'autres systémiques auxquelles je faisais face. Donc, c'est toutes ces questions-là, en fait, qui ont fait en sorte que je me dise, waouh, donc, quand on est noir dans un monde où les gens ne se voient que tout blanc et que tu n'as plus la présence qui te blanchit, tu te retrouves juste abandonné à toi-même, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a quand même plusieurs dimensions dans ce chapitre-là. La question du veuvage, la question de la monoparentalité, mais aussi la question du racisme et la question aussi des validations par biais. C'est que, voilà, quand tu es avec une personne blanche, on ne t'accepte pas forcément, on te tolère, parce que c'est lui qui est
la caution de validité qui permet que tu puisses avoir accès à certains milieux. Merci pour cette clarification parce que c'est vrai que le titre vient chercher et c'est une forme de provocation. Parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit non, Odom, il faut qu'elle m'explique comment elle a découvert à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé comme un baume dans le chapitre, c'est vraiment la présence de certains membres de ta famille et des amis qui sont venus amortir le choc. Parce que quand il y a un deuil, il y a un choc. Les gens, les gens qui ont vécu ça savent. Quand il y a un deuil, il y a un choc. Et le choc fait en sorte que même la personne la plus forte de l'humanité faiblit et a besoin d'être ramassée, soutenue. Et à la fin, ce qu'on voit et ce que j'ai apprécié, parce que les femmes noires, souvent, la représentation que les gens se font de nous, c'est que souvent, il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est la victimisation totale, ou soit c'est la force suprême inhumaine. Et tu décris de façon très claire la façon dont tu as été affectée par ce deuil. Et cette fragilité, on la sent. On sent cette fragilité dans tes écrits. On sent la force aussi dans tes écrits. Mais la fragilité, je trouve qu'elle est d'autant plus importante parce que tu es une femme noire qui parle de cette fragilité-là. Et cette fragilité, malheureusement, on parle très peu de la fragilité des femmes noires. On parle souvent de notre force, de notre résilience, en n'en plus finir. Mais quand je t'ai lu, je dois dire que le baume collectif de la famille, de la communauté qui est venu remplir les vides, ou du moins les gens ont tenté d'être là, d'être présents. C'était très, très présent, mais c'est surtout ton aisance à parler de tes vulnérabilités. C'est ça. Parce que on sait qu'on se bat tous les jours pour ne pas être vu comme voilà, des personnes inhumaines avec des forces qui s'étendent à l'infini. Et la question que j'avais pour toi en rapport au deuil et en rapport à la famille, c'est-à-dire que quand une femme noire qui est maman vit un deuil, c'est un travail en fait non seulement individuel pour ta propre personne, c'est-à-dire de te redécouvrir toi-même, à savoir on ne se refait pas une vie, comme tu le dis bien. On ne se refait pas une vie, on continue à vivre nos vies. On continue à vivre, mais en même temps, on est maman. Et moi, j'ai été très émue en te lisant quand tu disais que tu te cachais pour pleurer parce que tu ne voulais pas que ta fille te voie en train de pleurer. Et le nombre de fois que, bon, ma mère, elle m'a raconté qu'elle a fait ça après le divorce. Et l'image que moi j'ai de ma mère, quand mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans, donc entre l'âge de 5 ans et 18 ans, je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Mais durant la vingtaine, la tornade est passée, elle allait mieux. Elle m'a regardée, elle m'a dit le nombre de fois que j'ai pleuré. Le nombre de fois que j'ai pleuré dans les toilettes, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée. C'est clair. Mais je ne l'ai jamais vue pleurer. Et je ne dis pas ça parce que c'est une bonne chose. Je ne dis pas ça parce que c'est une mauvaise chose. Mais je pense que c'est la meilleure chose qu'elle ait décidé de faire dans ce contexte, étant donné qu'on était nous-mêmes déstabilisés c'est ça. par la situation. Et quand on te lit, cette charge mentale des mamans, je reviens toujours à ça. C'est-à-dire que tu réfléchis, alors que toi-même, tu es en train de vivre le deuil. C'est ça, complètement. Tu es en train de réfléchir à comment ne pas avoir un impact négatif sur un petit être humain en développement qui est perturbé. Donc, quand tu regardes derrière, parce que ça fait quand même quelques années que ça s'est passé, je sais que le deuil, c'est quelque chose, moi je pense que c'est à vie. Il y a des gens qui vont dire que non, que ça passe et tout, mais moi je pense que c'est à vie. Et la question que j'ai pour toi, en fait, c'est que en tant que maman, en tant que femme noire africaine, qui est aussi maman, qui vit ce choc, comment tu le comprends au sens féministe de la chose? Parce que
les gens qui connaissent un peu les études féministes, elles sont anti-sacrifice. Ouais, ouais. On est anti-sacrifice. Ouais. Donc, quand je lis ça, Mhm. moi, je ne suis pas maman. Donc, je te le demande à toi. Ouais. Comment est-ce que on vit un deuil comme ça Ouais. et qu'on est une femme noire, africaine, Ouais. et qu'on est la maman de quelqu'un? Mhm. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre là-dedans sans se sacrifier? Ouais. Alors, je pense qu'il est inenvisageable de décider de mettre au monde sans qu'il n'y ait une dimension de sacrifice. Lorsque tu décides en tant que femme de mettre au monde, implicitement, tu es en train de renoncer à beaucoup de choses. Même si on va être dans une dynamique maternité féministe, éducation féministe, comment éduquer nos filles, il est presque impossible de ne pas se sacrifier parce que si on part du principe que tu vas avoir 9 mois de grossesse, dont une attente, après tu mets au monde, ce chamboulement physiologique durant tout le processus d'une grossesse, c'est déjà en soi un sacrifice symbolique. Parce que tu vas renoncer à beaucoup de choses, tu vas renoncer à beaucoup d'activités, et puis tu vas voir le monde autrement, il y a une responsabilité, hein. Et puis je pense aussi qu'il y a comme une sorte de lien ombilical, et ça c'est vraiment pas une construction chimérique. Il y a un lien ombilical et une conscience de ce que cet être humain a été et a été conçu en toi. Il a grandi ou elle a grandi en toi et que tu sens qu'il y a cette écologie du lien que le père ne peut jamais comprendre. Ça, c'est au-delà de toutes les théories féministes qu'il puisse avoir, je ne pense pas que que l'on puisse me démontrer qu'il n'y a quand même pas de lien spécial entre une mère et son enfant. Partant du principe quand même que, on a été connectés physiquement, physiologiquement et émotionnellement pendant des mois. Donc, le fait que cet enfant naisse, tu sens comme une sorte de responsabilité mécanique vis-à-vis de cette personne qui a grandi en toi et qui a été juste coupée par le lien ombilical, en fait. Donc, il y a vraiment cette connexion-là à plusieurs niveaux. Et puis, le fait que lorsque son père décède, tu te dises, elle a quand même le droit d'avoir une enfance plus ou moins équilibrée. Donc, tu vas forcément implicitement renoncer à certaines choses. Moi, avoir eu le privilège de grandir dans une famille dite traditionnelle, où aujourd'hui encore, mes parents sont encore mariés, pour moi, c'était juste inacceptable d'imaginer que je ne pense qu'à moi pour des questions de valeurs dites féministes au détriment d'elles, en fait. Je ne concevais pas pour moi la plus grande empathie entre femmes. C'est quand même aussi de se mettre à la place de l'autre. Donc, je n'ai pas seulement pensé que j'étais une femme qui voulait juste profiter de ma vie. J'ai aussi pensé que j'étais une mère, que j'avais un lien spécial avec ma fille et que par des mécanismes de sororité si chers et si en vogue en ce moment, je pouvais quand même être empathique vis-à-vis d'elle et l'aider, l'accompagner pour qu'elle puisse être émotionnellement équilibrée. Je ne considère pas que ce que j'ai fait est un sacrifice. Je considère juste que c'est une relation normale de mère à fille, parce que c'est aussi une responsabilité parentale lorsque tu mets au monde, en fait. Il y a forcément des choses pour lesquelles je pense qu'on va implicitement renoncer, pour lesquelles on va renoncer. Je renonce, mais j'essaie aussi de penser à moi. En ce moment, je suis à Paris, en train de faire ce que j'aime, ce qui a un rapport étroit avec mon bon boulot. Elle n'est pas là avec moi. Donc, j'essaie de concilier pour créer un équilibre. Lorsqu'elle était toute petite, je ne pouvais pas voyager si longtemps. Aujourd'hui qu'elle a 15 ans, je peux quand même partir. Je trouve toujours quand même le juste milieu, en fait, quoi, savoir quand je peux partir, comment je peux faire telle ou telle chose. Voilà, donc le débat sur le sacrifice maternel est un débat qui ne finit pas demain, parce que selon d'où on parle, c'est important de se souvenir que le féminisme n'est pas juste une notion euh, vide, ce n'est pas une coquille vide, ce sont des mécanismes de résistance dans des endroits spécifiques par rapport aux réalités concrètes. Donc, pour une femme africaine, parfois mettre au monde aussi est politique. C'est aussi combattre euh, la réduction de nos vies, en fait. L'Afrique est devenue un enjeu politique aujourd'hui, entre autres, grâce à sa démographie. Cette démographie, nous la devons aux femmes africaines, finalement. La naissance d'un corps
noir africain est un acte politique de refus à la dissolution. Donc, il y a vraiment plusieurs implications. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on me pose la question de savoir c'est quoi le féminisme africain, je dis toujours qu'il y a plusieurs types de féminisme et que nous, on est beaucoup plus portés sur les pratiques féministes. On n'a pas besoin de nommer les choses, mais il y a des pratiques dans nos cultures qui sont pour moi des démonstrations concrètes de ce que c'est qu'un acte de dissidence. Parfois, dans des situations de précarité extrême, mettre au monde des politiques. Bah, c'est beaucoup de choses, en fait. Donc, je ne partage pas concrètement le côté pour lequel être féministe, c'est refuser la maternité, c'est ne pas vouloir se sacrifier. Ça, c'est un point que je mets en guillemets parce que, en tant que femme africaine, je sais que mettre au monde est politique et il est important que nous continuions de mettre au monde. Et l'Afrique, en 2050, sera un continent parmi les plus peuplés au monde grâce au ventre des femmes africaines. Et donc, c'est important que nous politisions notre corps, que nous exigions surtout de nos gouvernements qu'ils tiennent compte de l'agenda, qu'ils s'occupent de nous, qu'il n'est pas normal en 2000, en plein 21e siècle, que des femmes africaines continuent de mourir dans les hôpitaux en voulant donner la vie. Parce qu'une vie de plus, c'est un citoyen potentiel. Et donc, c'est une survie. C'est aussi une dimension politique de la démographie, en fait. Donc, non, je ne me sens pas sacrifiée. Je sens juste qu'il y a une responsabilité logique que j'ai acquise le jour où j'ai décidé d'être mère. Donc, c'est logique que je m'occupe de ma fille. Merci pour ces clarifications, Odom. Quand je parle de sacrifice, pour moi, le sacrifice rime avec injonction. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a sacrifice, il y a une forme d'injonction. Et bien sûr, pour toi, ta fille, tu la voulais. C'était un choix. Voilà. Tu voulais devenir maman. Effectivement. Et tu voulais être là pour elle. Et donc, pour moi, dans cette mesure-là, il y a pas de sacrifice. Mais dans le contexte qui peut être complexe et compliqué d'un deuil. Absolument. Et qui à toi, en tant que mère. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu parles de ta fille, mais moi, je te vois toi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Toi, tu es en face de moi en ce moment, et ta fille, tu l'aimes. Voilà, c'est bien. Mais toi, en tant que femme, souvent, les femmes sont négligées dans le cadre de la maternité. L'enfant est centré. L'enfant est important. Mais les femmes aussi sont importantes. Et donc, moi, quand je te parle à toi, je te vois toi dans ce contexte. Tout à fait. Et je me dis que, en effet, il y a beaucoup de glissements de terrain, je dirais, sur le plan politique, dans certains mouvements féministes, où on ne comprend pas la différence entre un compromis choisi et le sacrifice lié à l'injonction. Effectivement. Je pense que quand tu parles, moi, je vois bien consciemment que tu étais consciente, en fait, de ton choix d'avoir un enfant, que c'est quelque chose que tu voulais, qu'il y avait un niveau d'épanouissement pour toi là-dedans, et que le sacrifice, ça sent pas le sacrifice pour moi, ça sent le compromis choisi et calculé. Mais après, ce qui est clair, c'est que le deuil, tout comme la maternité, tout comme donner naissance, c'est des zones de fragilité pour les femmes. Et donc, c'est pour ça que moi, quand je te posais la question, c'est en souci face à ton bien-être, ta condition. Tout à fait. Comment prendre soin d'un enfant? C'est une vraie question. Comment prendre soin d'un enfant en situation de deuil? C'est ça. Quand je t'ai lu, en fait, c'est une question que j'ai eue. J'ai eu des éléments de réponse liés à la collectivité autour qui était là pour soutenir. J'ai eu des éléments de réponse en rapport à ta façon aussi de réellement accepter tes émotions. C'est ça. En te lisant, Odom, j'avais vraiment l'impression que tu étais plus en acceptation avec tes propres émotions que les gens autour. Tout le monde est mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise. Effectivement. Et que tu navigues ça, et que tu navigues ça en tant que mère, en tant que professionnelle. Et la question que j'avais pour toi, en fait, en rapport, tu as très bien expliqué le lien, en fait, de cette découverte du racisme dans cette expérience de deuil. Mais je me posais la question, à savoir, aujourd'hui, bon, tu parles de ton âge très ouvertement, tu as 30 ans. 44. Tu as 30 ans. Oui, aujourd'hui 44. Mais quand ça se passe, tu as 30 ans. Et quand j'ai lu ça, moi, je me suis rappelée de ma propre personne quand j'avais 30 ans. À 30 ans, on est très jeune. Bah oui, bien sûr. On est très, très jeune. Clair. Je veux dire, on est souvent au top de notre forme sur le plan professionnel. Totalement. Et quand tu reçois cette nouvelle, en fait, tu es nouvellement maman. Ta fille a presque 2 ans.
Un mois plus tard, elle a officiellement 2 ans. C'est ça. Vous fêtez son anniversaire, du Ouais. moins dans des conditions Exact. de deuil. C'est ça. Et toi, dans tout ça, tu navigues ça. Et est-ce que je peux te demander, par exemple, ta vie professionnelle, Mhm. dans ce contexte-là, Ouais. tu te poses la question à savoir qu'est-ce qu'on va faire en fait, où est-ce qu'on va vivre. Dans le chapitre, tu expliques très clairement tous les changements qui en découlent C'est ça. sur le plan de l'habitation, la cohabitation. Effectivement. Et cette transition sur 14 ans, parce que là, ça s'est passé il y a 14 ans. Ouais. Ta fille aujourd'hui, elle a presque la majorité. Elle va elle a avoir presque... 16 ans en août. Ouais. C'est ça. Et donc, avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de mythes qui disent que voilà, le temps guérit tout. Mais... Avec le temps et ces 14 ans écoulés, qu'est-ce que tu as à dire de plus en rapport à cette expérience qui, quand on te lit, on sent que c'est vif, que ça se passe. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est 14 ans plus tard. Ouais. Et le deuil est un sujet politique. Ouais. Qu'est-ce que tu as à en dire de plus que ce qui est écrit, en fait, dans cet ouvrage? Alors, ce que je pourrais dire de plus, c'est déjà l'une des choses, en revanche, pour lesquelles j'ai décidé de politiser ma décision, c'est de ne pas coûte que coûte refaire ma vie avec une personne, vouloir me remarier et vouloir faire un autre enfant. Plusieurs fois, par exemple, des proches, des amis m'ont toujours titillé pour demander si tu n'as pas refait ta vie, si tu n'as pas rencontré quelqu'un, si tu ne vas plus faire d'enfant. L'injonction, la maternité, après le décès de mon mari, je l'ai senti plutôt comme une violence, en fait, systémique, où on voudrait forcément que des femmes continuent de cocher des cases interminables à n'en plus finir. Cela veut dire que tu fais un enfant, on estime que ce n'est pas assez, il faut en faire deux. Tu fais, par exemple, 2 filles, on estime qu'il faut que tu fasses un troisième au cas où tu aurais un garçon. En fait, il y a toujours des cases qu'on t'impose de cocher au détriment de ta vie. Lorsque mon mari est décédé, j'ai compris que je devais prendre ma vie en main et celle de ma fille. Donc, c'était des priorités. Je ne pouvais pas continuer à vouloir cocher des cases pour faire plaisir à des gens qui ne vivaient pas ma situation. Parce que c'est violent, c'est compliqué, c'est complexe. J'ai eu la chance de naître au milieu d'une famille qui me chérit. Vraiment, pour moi, je n'aurais pas rêvé mieux. J'ai aussi finalement eu euh, le privilège d'avoir une belle famille avec laquelle j'ai de bons rapports, parce qu'on a vraiment des rapports fluides. Et donc, cette gestion est déjà complexe au quotidien. J'ai aussi finalement eu d'autres réflexions. Si je devais faire un enfant, si je devais refaire ma vie, est-ce qu'il fallait que ce soit forcément une personne dans la peau blanche pour ne pas que ma fille soit trop déconnectée par rapport aux références paternelles? Est-ce que toute sa vie, si c'est une personne noire, il faudrait donc elle se justifie toute sa vie parce que de prime abord, on saurait donc que c'est pas son père? En fait, toutes ces gestions-là, je dois avouer, à titre personnel, et je respecte des gens qui font ce choix, je ne suis pas du tout friande pour faire des familles recomposées. Ce n'est pas mon dada, ça. Et je respecte le fait que les gens aient la capacité de le faire. Mais moi, par rapport à mon cas, j'ai eu l'impression, quand je me suis imaginé dans ce format, que ça devait être très complexe. Gérer des émotions, jongler, jouer au yo-yo finalement avec des relations humaines. J'ai choisi parce que je me suis dit, bon, ben, si c'est arrivé, c'est peut-être un message qui m'est lancé, quoi. J'ai décidé de n'avoir que ma fille, parce que pour moi aussi, c'était une relation privilégiée que je voulais avoir avec elle. Et puis, j'ai décidé de ne pas me remarier, parce que lorsque tu as 30 ans et que tu perds ton mari, tu n'as pas nécessairement envie de te remarier. Et puis, j'ai aussi décidé de ne pas me remarier ou de ne pas forcément chercher à avoir quelqu'un dans ma vie, parce qu'à ce moment, j'ai eu aussi la maturité de voir les relations humaines autrement. Je me suis mariée à 27 ans. J'ai eu ma fille à 28 ans. Mon mari est décédé 2 ans plus tard. Je pense quand même que j'avais coché peut-être toutes les cases et que c'était bon. Je pouvais maintenant choisir de faire réellement ce que je voulais faire par rapport à certaines implications. Et puis, à ce moment-là, j'étais en train de faire ma thèse. Je n'avais pas encore de boulot stable. Et quand je décide de terminer ma thèse, je la termine en 2012. À ce moment-là, je me pose aussi la question de savoir, je vais travailler, je dois chercher du travail. Donc, il y a plusieurs implications. Et quand je commence à travailler,
et que je rencontre des gens, chemin faisant, je réalise aussi que lorsque tu es une femme universitaire, intellectuelle, qui a ses revenus, sur le marché matrimonial, il y a d'autres exigences ou d'autres paradigmes que tu ne maîtrises par exemple pas. Je me suis retrouvée aussi en Afrique, donc mon quotidien était beaucoup plus rythmé par des personnes africaines et les injonctions, les obligations, les exigences qu'ils avaient vis-à-vis de moi ne me satisfaisaient pas du tout. J'avais l'impression que lorsque tu étais en couple ou que tu voulais te mettre en couple, il fallait toujours démontrer qu'en fait, tu étais une femme qui était disposée à être. En fait, moi, je n'ai pas l'impression qu'il faut que je sois dans une performance pour plaire à quiconque, en fait. Hein. Pour moi, voilà, je dis souvent aux gens que mon mari n'était peut-être pas le plus bon époux, mais c'était mon meilleur ami, en fait. C'est lui qui va me donner la force, le courage d'avancer. Et j'avais vraiment des difficultés à être en couple avec des gens qui voulaient te rabaisser pour que tu existes, pour que tu acceptes d'être une femme. Moi, je ne comprenais pas ce paradigme-là. Chemin faisant, je me suis rendu compte aussi aujourd'hui que je me complais à vivre comme je suis, d'avoir le privilège de prendre un vol, de ne pas être en train de faire de longues explications à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi tu vas partir pendant un mois, aller parcourir les universités parce que ça te plaît, ça te grandit, ça te fait plaisir, tu savoures. Voilà, j'ai une autre façon d'appréhender la vie, quoi, de voir mes priorités. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais c'est complètement pas possible d'être universitaire. C'est un espace chronophage, concurrentiel, exigeant, tu dois être performante. Je ne peux pas avoir une personne dans ma vie parce que ce serait absorbant. Je ne peux pas aujourd'hui renoncer à des choses professionnelles pour être avec quelqu'un. Surtout si je sais qu'après, si ça finit, on fait quoi? Et si ça finit, je serais très mal d'avoir renoncé, d'avoir, en guillemets, eu la sensation de m'être sacrifié pour une relation qui n'est pas allée de l'avant parce que je sais aussi aujourd'hui que je ne suis plus disposée à renoncer à beaucoup de choses. Je veux juste savourer le présent parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Et je vais plutôt prioriser ma fille, quoi. Voilà. Donc, c'est de nouveaux formats. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis allée dans tous les sens. C'était quoi la Non, question initiale, en fait? non, Tu m'as non, posé quelle question? tu as répondu à la question Ouais, slash commentaire, vraiment. ouais, c'est ça. Parce que je t'ai posé la question à savoir Ouais, comment tu évolues, en fait, après un ouais, c'est tel ça, choc. c'est ça, Et tu as voilà. répondu à ma question. Ouais. Parce que sur le plan professionnel, à Mhm. ce moment-là, tu décris bien là où tu Ouais, es c'est quand tu ça. reçois ce choc. Effectivement, Quand tu voilà. reçois ce choc, Ouais, moi, quand j'ai lu ça en tant que femme ouais, professionnelle, ouais. qui n'a pas un enfant à charge, Mhm. je me suis dit, mais tu es à un point dans ta vie Ouais. où il y a un lot de responsabilités que tu apprends C'est ça, même, effectivement, Euh, effectivement. être maman, les gens, ils pensent que voilà, Ouais. mais quand tu es nouvellement Bah maman ouais, c'est clair. et tu es en train de terminer un doctorat. Effectivement, Donc, voilà. pour moi, quand j'ai lu ça, Ouais, je me suis dit, mais c'est un moment des ouais. plus Bah fragiles, ouais, c'est ça. déjà, Ouais, alors qu'il n'y a rien qui se c'est passe. ça, Et effectivement. donc là, tu reçois ce choc et ma question, c'était vraiment Ouais, comment tu as rebondi. ouais, ouais. Et de ce que je comprends, c'est que en te lisant, en tout cas, c'est Ouais. mon interprétation, Mhm. c'est que souvent, parce que moi, j'ai vécu différents deuils, c'est pas Mhm. forcément lié à des décès, mais différents Ouais, deuils, ouais. je trouve en fait que la dimension qui est incomprise Mhm. en rapport au deuil, c'est Ouais, que le deuil est tellement unique ouais. pour chaque C'est personne ça, que totalement. dès lors que tu le vis, Mm. tu es assez seul Ouais, dans la compréhension ouais. des solutions à trouver et intégrer Ouais. pour pouvoir avancer. Forcément. Et donc, quand je t'ai lu, je me suis beaucoup vue dans différentes situations Ouais. parce que peu importe à quel point les gens nous aiment autour de nous, Ouais, veulent prendre soin de nous, c'est ça. veulent être là pour nous, Ouais, en réalité, tous les paramètres, ouais. c'est la personne qui vit le Ouais, choc. ils sont pas nous, en fait. C'est ça. Ouais. Mais le soutien est nécessaire. Ouais, c'est ça. Le soutien est nécessaire, C'est ça. mais j'ai vraiment senti que cette Ouais. fragilité-là, elle Ouais. était unique à ce Ouais. que tu vivais. Mhm. En parlant et en mettant des mots sur papier et en décrivant ça, Ouais. tu ne peux pas savoir à quel point tu rejoins beaucoup de femmes, Ouais. Odom. tu rejoins beaucoup de femmes, Ouais. mais le deuil en soi, à l'âge, surtout à 30 ans, Ouais. en étant nouvellement C'est maman, clair. c'est quand même, moi je te le répète alors Ouais. qu'on arrive à la fin de cette Ouais, c'est conversation, ça. mais que je te remercie d'avoir documenté cette expérience parce que vivre un deuil à l'âge de 85 ans, Ouais.
après avoir été béni par 50 ans de vie C'est avec son clair, c'est partenaire, clair. c'est pas du tout la même Mais non, pas chose du tout. que de perdre son partenaire à 20 Ouais, 29 ans, 30 ans. ouais, C'est pas c'est du tout la clair, même c'est chose. clair. Donc, pour moi, la portée de ça était très grande Mhm, et l'importance de cette conversation mhm. liée à ton parcours, mais à la dimension politique du deuil C'est ça. et de ton existence Mhm. de femme africaine monoparentale Ouais, qui a porté une charge mentale ouais. en élevant un enfant, mais en élevant un enfant dans un contexte, il faut le dire, de Mhm, crise. mhm, Parce que c'est une situation de mhm. crise Bien sûr. lorsqu'il y a deuil de cette Ouais, façon-là, lorsqu'un ouais, partenaire de vie ouais, que tu décris comme ouais, imparfait mais très soutenant ouais, ouais. de ton C'est parcours ça. et tout, Ouais, de perdre une personne comme ça à ouais, un moment aussi important de ouais. ta C'est vie de ça, femme, c'est ça. c'est quelque chose quand même que il faut le documenter. Bah oui, C'est pas oui. tout le monde qui peut le faire, mais je Ouais. pense que c'était à faire. Mhm. Et Odom, j'aimerais te donner les derniers mots Ouais, de cet échange-là, mais vraiment te remercier à nouveau parce que ce podcast, c'est un podcast intergénérationnel c'est ça. où est-ce que des gens de toutes les fourchettes d'âge Mhm, écoutent mhm. de 15 ans à 95 ans, C'est peut-être ça. 102 ans, je ne sais pas, Waouh. mais tout le monde écoute. Et je pense qu'il y a des histoires qui se doivent d'être racontées. On apprend à l'université, C'est ça. mais je pense que l'éducation populaire, Ouais. c'est quelque chose d'extrêmement Mm. important. Ouais. Et on vient de cultures africaines où l'oralité Ouais. a une place extrêmement importante. Mm. Et ce que tu viens de nous raconter, ce que tu as écrit, parce que moi j'aime bien osciller entre l'écrit et Ouais, l'oral. C'est pour ouais, ça que j'ai absolument. créé le podcast, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine africaine qui préfèrent écouter les ouais, histoires. absolument. Et donc, d'avoir ton histoire en conversation, pour moi, c'était extrêmement important. Odom, j'aimerais te donner les derniers mots et te dire sur quelle note est-ce que tu veux nous laisser. C'est toi qui choisis, mais moi, je ne peux que te laisser dans le remerciement. Bon, déjà, te remercier toi, parce que libérer la parole, c'est primordial en fait, hein. Et aujourd'hui, par exemple, je travaille beaucoup aussi sur le cyberactivisme, sur la production des savoirs en ligne, sur les mécanismes d'archivage et sur ce que j'appelle les archives corporelles. Je pense que nous traversons, nous véhiculons des informations à travers qui nous sommes. Lorsque nous nous baladons, lorsque nous nous habillons, lorsque nous portons notre voix, des gens peuvent se faire une idée de qui tu es, quelles sont les valeurs que tu véhicules selon comment tu te présentes au sein d'une société. Il est important euh, d'archiver nos récits qui vont être peut-être demain des forces pour plusieurs personnes qui se sentiront dans cette situation-là. Quand j'ai vécu ce qui m'est arrivé, la première impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait vraiment un vide sur ces questions. Il y avait peut-être davantage dans un contexte où des femmes noires qui avaient perdu leur mari dans un contexte occidental ne parlaient pas assez. Parce que on a honte de la vulnérabilité. On a honte de se mettre à nu, en fait. Et pour moi, c'était aussi de rappeler aux gens qu'on est humaine et que la plus grande force que peut tirer quelqu'un qui est dans cette situation-là, c'est de se dire que ça m'est arrivé et je m'en suis sorti. C'est ce qui est intéressant en fait. Quand j'ai choisi de publier le livre à 40 ans, ceci parce que ça faisait jour pour jour 10 ans que mon mari était décédé. Et j'estimais quand même qu'au bout de 10 ans, il était bien de faire un deuil symbolique. Et le deuil symbolique, c'était de passer à une nouvelle étape. Dans la publication du livre en 2020, qui coïncide avec les 10 ans de veuvage, les 40 ans d'âge, le cinquantenaire de la francophonie, le soixantenaire des indépendances africaines, c'était tellement d'événements personnels et politiques que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc, avoir écrit ça, ce livre, était une façon de permettre que d'autres femmes, peut-être qui vivront la même situation, puissent avoir pour référence de base ce texte qui m'a manqué au moment où j'ai eu besoin de lire quelque chose de similaire. C'est pourquoi j'ai voulu l'écrire. Et puis se souvenir en fait que c'est une étape parmi tant d'autres, hein. Je parle de la mort de façon décomplexée. Cela ne me gêne pas que l'on me pose des questions sur ce qui s'est passé, parce que si je l'ai écrit, c'était aussi pour le rendre public et pour que ça devienne finalement aussi une contribution qui tient de l'ordre du patrimoine immatériel. Parce que là-dedans aussi, je me rends compte
que les traditions africaines prennent tout leur sens dans la question du deuil. C'est à ce moment aussi que j'ai compris pourquoi, lorsque nous perdons un être cher dans nos contextes culturels en Afrique, on pleure ensemble. Parce qu'on aide aussi quelque part symboliquement la personne à supporter davantage, un peu mieux, la charge de ce que cela suppose. Donc la présence humaine, l'écologie du lien est un symbole de solidarité qui renvoie un message fort. Tu n'es pas seul. Et donc le fait d'avoir vécu ça de façon totalement diamétralement opposée en Espagne m'a fait me rendre compte du potentiel que nous avons et des mécanismes thérapeutiques que nous avons inscrits au cœur de nos interactions sociales en Afrique, davantage finalement d'archiver aussi ces savoirs-là en fait. Moi, je m'en suis sortie parce que je suis allée puiser dans ma tradition, dans les outils thérapeutiques, culturels, épistémologiques. Et j'ai commencé à regarder l'Afrique autrement. J'ai compris en fait qu'il y avait au cœur de l'Afrique plusieurs outils, plusieurs éléments, plusieurs discours que l'on doit aussi aller prendre. Et c'est un peu un rôle par des formations professionnelles qui m'a poussé à aller et à vouloir écrire ça, pour me dire, ben, je passe toute ma vie à analyser les livres d'autres personnes. Il faudrait aussi que je me mette à nu là et je veux parler à partir de moi en fait. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ça, de parler, de pleurer autrement aussi, parce que c'est une façon d'immortaliser ses pleurs. Ça m'est arrivé, j'ai lu ça, je suis passée par là. Et parfois, quand j'ai envie peut-être d'abandonner, que je relis ça, je me dis, purée, si j'ai pu m'en sortir là, c'est que je peux encore faire mieux, en fait. Donc, c'est devenu une sorte de référence pour moi, une sorte de bâton qui me tient pour que je puisse aller de l'avant, en fait. Et je te dis merci justement parce que je crois que c'est l'une des rares fois où je parle de ça au-delà du livre ou de parler de ça dans un espace familial, privé, intime, quoi. J'espère que ça pourrait aider d'autres personnes. Et je te remercie beaucoup pour ça parce que c'est un grand acte politique que tu me poses des questions sur ma maternité, ma monoparentalité à la suite d'un veuvage, sur la question du racisme, sur tellement de choses. Parce qu'habituellement, je n'aime pas me voir en victime parce que je pense que j'ai beaucoup d'outils pour pouvoir me défendre. Mais c'est aussi important de se mettre à nu pour pouvoir lancer un message de force, d'empathie, de courage, de détermination à d'autres personnes qui sont peut-être en train de passer la même situation que moi. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci, Odom. Et puis, je pourrais dire que on aurait pu faire 6 épisodes. Ah ouais, c'est vraiment. Vrai, on aurait pu faire 6 épisodes. Avec des sujets différents. sur ce vécu et cette trajectoire, parce que c'est vraiment un concentré de beaucoup de choses. Mais on a essayé ben, je pense qu'on a fait quand même, je suis fière. On a fait vraiment une belle conversation et surtout, Odom, moi, ce que j'entends, c'est que souvent, parce que moi, je dois me positionner, je suis africaine dans les diasporas, j'ai beaucoup évolué dans les diasporas, et les messages entendus en rapport à la maternité, c'est que sont très négatifs, en fait. Ce sont des messages qui sont liés à la maternité va te bloquer dans ta vie professionnelle, la maternité va te faire ci, va te faire ça. Et moi, je veux que tu saches, en fin de conversation, que ce que j'ai entendu et lu et compris, c'est que le fait d'être mère t'a donné beaucoup de force et a même donné un sens Bien sûr. À la résilience dont tu avais besoin. Absolument. Parce que on a senti, moi j'ai senti dans les écrits que vivre un deuil comme ça relève d'un choc qui enlève tout sens, tout le sens qu'on donne à nos vies. Et ta fille, en fait, a donné beaucoup de sens à ta vie. Absolument. Durant ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était aucunement de la victimisation. J'ai trouvé que c'était un acte d'amour et que l'amour est politique. Ah oui, totalement. Et que l'amour que tu as pour ta fille est extrêmement senti dans ce livre et dans ce chapitre. Et l'amour que tu as pour elle semble avoir été, pour moi, le moteur qui t'a permis de traverser en fait, les turbulences. C'est vraiment ça. Et donc, je veux pas te voler les mots, mais moi, je tenais à te dire que pour moi, c'est pas de la victimisation que de raconter son vécu, surtout si on l'a traversé. Exactement. Donc,
Odom, merci, millions de fois. Merci à toi pour me permettre cet espace-là, dans ton espace à toi aussi, et t'encourager parce que ce que tu fais, c'est incroyable, c'est puissant, c'est important, c'est politique. Ça a une grande portée parce que l'archivage, c'est une source en fait intarissable, hein. Dans le futur, beaucoup de gens iront certainement puiser dans tes archives pour comprendre tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce travail que les universités auraient pu faire au fond, mais toi tu le fais à titre personnel, à titre politique, à titre professionnel aussi. Ce n'est que ouais, plus enrichissant. Voilà, Comme on merci. dit, on est ensemble. Voilà, Et puis, exact. merci Odom. Merci beaucoup à toi, Idil.